En avant, ça s'appelle en avant. Où est l'argent? Où est l'argent? Sud Radio, la radio du rugby. Bravo. D'ailleurs, j'étais sûr qu'entre gentlemen, les questions d'argent ne se poseraient pas. Ça, c'est mon or. C'est mon or, c'est mon argent. Voilà. Donner de l'argent à un paresseux, c'est donner de l'absinthe à un alcoolique. Philippe Spanghero, bonsoir. Bonsoir, messieurs. Comment ça va, Philippe? Ça va et vous? Ça va très très bien, très heureux de t'avoir sur Sud Radio pour évoquer l'élite 1 féminine qui devient l'AXA Élite 1, un naming pour viser le professionnalisme, point d'interrogation, évidemment. Le championnat de France donc de rugby féminin a désormais une nouvelle appellation, c'est ce qu'a annoncé mardi la Fédération française de rugby et l'assureur français qui ont scellé un partenariat de 3 ans. Objectif, permettre aux 10 clubs du championnat de pouvoir se diriger vers le professionnalisme. Pourtant, la route semble longue, Philippe Spanghero. Quelle est la situation actuelle ? La situation est complexe dans le rugby français. Alors bien sûr, la route est longue, mais en tous les cas, tout ça va dans le bon sens, puisque il y a plusieurs actions qui amènent à ce partenariat aujourd'hui assez historique et qui permet au rugby féminin de regarder vers le haut. C'est d'abord l'accord signé avec Canal+ pour renforcer la médiatisation du rugby de championnat, du rugby domestique, puisque on en a parlé souvent, mais l'équipe de France fait recette, que ce soit en termes d'audience avec France Télé ou d'affluence dans les stades. Donc au niveau domestique, il fallait franchir le cap et suivre cette dynamique-là. C'est chose faite avec Canal. Il fallait resserrer cette élite avec une poule unique de 10 clubs qui a été mise en place. Et donc maintenant, il faut structurer financièrement tout ça pour arriver déjà dans un premier temps au semi-professionnalisme. Parce que quand on regarde le rugby féminin, en fait, on se rend compte que ces clubs qui composent l'élite, ces 10 clubs qui composent l'élite, ils ont des budgets situés entre environ 100 000 euros et 250 000 euros. Si on compare ça au rugby masculin, c'est des budgets de 5e, 6e division. Donc on voit qu'on est très, très loin. Il a évoqué des budgets entre 400 000 et 800 000, lui. Non, c'est des budgets, la communication. C'est des budgets qui sont plus faibles que ça pour l'instant, malheureusement, et donc aujourd'hui on n'est même pas encore à l'ère du semi-professionnalisme, puisque on a les joueuses qui sont sous contrat avec l'équipe de France qui bien sûr vivent correctement avec des salaires situés entre 3 et 4 000 euros, mais ça constitue un vivier très très faible de joueuses. Et aujourd'hui on va forcément parler de l'actualité et comparer ce qu'on vit au rugby anglais, qui est le championnat que tout le monde souhaite imiter. Oui, on va y aller, Philippe Spanghero, mais voilà. D'abord je voulais connaître la situation actuelle et les dernières avancées sur ces points-là que tu évoquais à l'instant avec la diffusion auprès de Canal+. Mais comment ce partenariat avec AXA va se matérialiser concrètement ? Il y a du naming, mais il y a aussi la présence d'ailleurs du logo AXA qui sera sur les épaules des joueuses. Mais au-delà de ça, comment ça va fonctionner ? Comment ça va fonctionner? Assez simplement comme un naming, c'est-à-dire que toutes les communications qui feront référence à cette compétition, AXA sera cité en tant que naming, donc il y a une association d'images assez forte. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de souligner la volonté de la Fédération française d'aller chercher en complément d'AXA 3 ou 4 partenaires, ce qu'on appelle rang 2, qui sont des partenaires majeurs, qui auront aussi une association d'images forte et une exposition en lien avec cette compétition. Et le fait que AXA, qui est une des grandes marques quand même de notre pays, une des plus grandes entreprises françaises dans le monde, vienne s'associer à cette compétition, ça va renforcer l'attractivité pour d'autres entreprises assurément, et donc permettre de structurer l'économie de ce championnat, puisque comme je le disais tout à l'heure, on a 10 clubs, et donc quand on voit quelles sont les rémunérations moyennes, qui sont même pas des rémunérations, qui sont plutôt des défraiements pour ces joueuses, on se dit que si la fédération arrive à structurer un budget qu'on peut estimer aux alentours d'1 million d'euros par saison, c'est l'ambition minimale affichée entre AXA et les autres partenaires qu'elle pourra aller chercher, mais ça permettra déjà d'aider de façon assez significative les clubs à arriver vers le semi-professionnalisme. Oui, d'ailleurs, l'objectif de la Fédération française de rugby, moi je le trouve extrêmement ambitieux. C'est le but à terme, c'est de professionnaliser ou semi-professionnaliser 300 à 400 joueuses. C'est pas alors c'est ambitieux, mais c'est pas irréalisable, puisque aujourd'hui vous en avez une trentaine, 40 en fonction des années, puisque il y a le rugby à 7 et le rugby à 15, mais dans le féminin, contrairement au masculin, il y a des joueuses qui peuvent faire les deux. Donc grosso modo, il y a 250, 300 joueuses à assumer de façon semi-professionnelle. Et donc quand on parle de ce million d'euros potentiel d'ambition à aller chercher, qui va
rejaillir sur les clubs qui vont eux-mêmes se servir de cette dynamique-là pour être un peu meilleurs sur leur partenariat local, sur éventuellement l'attractivité, les jours de match, etc. On peut se dire que c'est une ambition à la fois raisonnable et à la fois réalisable à court terme, à 2 ou 3 ans. Et justement, Philippe, quand on lisait ce que disait Florian Grill, le président de la Fédération française de rugby, il parlait d'objectifs à terme aussi, que les clubs d'élite 1 soient capables d'afficher des budgets de 1,8 à 2 millions d'euros comme en Fédéral 1. Là aussi, ce serait carrément un changement d'air. Et d'ailleurs, justement, est-ce qu'un naming comme celui d'AXA peut suffire pour propulser l'élite 1 vers le monde professionnel ? Alors, le propulser, comme je le disais, oui, c'est en tous les cas une superbe locomotive pour renforcer l'attractivité vis-à-vis d'autres partenaires potentiels et l'attractivité générale de l'économie de ce championnat. Parce que quand on regarde de façon assez pragmatique ce qu'on vit avec le rugby féminin en France, c'est assez étrange parce que c'est très très rare de voir des sports ou des compétitions féminines attirer autant avec leur équipe nationale et avoir autant de difficultés à ensuite retranscrire ça dans les championnats domestiques. Entre ce qu'on vit avec l'équipe nationale qui réalise quand même des audiences et des affluences dans les stades à chaque sortie assez impressionnante, qui évolue de façon très rapide ces dernières années, et à quel point on est en difficulté ensuite pour créer l'événement dans notre championnat domestique. C'est vrai si on regarde le pouvoir d'attraction de notre équipe nationale féminine, se dire qu'il y a une économie potentielle pour structurer des budgets autour d'1,5 million, 2 millions d'euros par club, c'est pas une folie d'annoncer ça. Mais simplement, aujourd'hui, il faut réussir à monétiser ça en local. Et c'est vrai que c'est un peu la complexité du sport féminin dans son ensemble, puisque les habitudes de consommation ne sont pas les mêmes. Les supporters sont moins habitués à payer les places, moins habitués à les payer cher. Les partenaires sont pas du tout habitués au sujet de relations publiques avec le sport féminin pour l'instant. Et puis ensuite, pour tout ce qui concerne le merchandising, j'en parle même pas. Il y a pas d'habitude créée autour de ça en France, du moins. Et donc il y a tout ça à construire. En tous les cas, ce partenariat annoncé avec AXA, il va dans le bon sens, avec le soutien encore une fois de Canal+ pour renforcer la médiatisation, et puis avec cette poule unique homogène sur le territoire. En plus, ça c'est intéressant. La fédération a de quoi être ambitieux et voir venir, parce que je le répète, on le dit souvent, mais quand on compare en termes de pourcentage, l'enjeu d'une fédération, c'est de gagner des licenciés. Et la fédération, ces 5 dernières saisons, elle a doublé son nombre de licenciés filles. On est passé d'un peu plus de 25 000 en 2020 à plus de 50 000 cette année. Et l'objectif clair, c'est d'arriver dans moins de 5 ans à plus de 100 000 licenciés, sur un total de licenciés qui est un peu en dessous de 300 000 pour le rugby français. Donc les filles, potentiellement, dans 5 ans, vont représenter un tiers du modèle économique sur lequel repose la Fédération française de rugby. Et là, ça devient très important d'un point de vue politique et forcément d'un point de vue économique. Est-ce que la présence d'AXA, qui est quand même un très grand assureur français, mais présent dans le monde entier, est-ce que ce partenariat avec AXA peut être un appel d'air pour d'autres partenaires qui hésitaient jusque-là ? Bien sûr, je le répète, c'est une garantie que cette compétition, elle se structure. En plus, c'est un partenariat pluriannuel. Et donc, AXA, il faut saluer quand même le travail d'AXA dans le monde du rugby de façon générale depuis des décennies maintenant, puisqu'il y a historiquement un rapport très fort de cette entreprise au monde du rugby par son président fondateur Claude Bébéard, qui a aidé beaucoup de gens du rugby et beaucoup de clubs, puisqu'il y a eu bien sûr son soutien dans les clubs, mais après énormément de travail offert en reconversion à tout un tas de joueurs. Et donc cette relation d'AXA avec le monde du rugby, elle est historique, elle se renforce là maintenant avec le féminin, et c'est certain que des entreprises importantes seront rassurées par cette vision moyen terme qui assure quand même une volonté de stabilité dans ce championnat. En tout cas, Philippe, on sent que la Fédération française de rugby travaille pour faire bouger les choses dans le rugby féminin français. C'est salutaire, c'est réjouissant. Mais évidemment, on constate toujours un écart monumental avec le rugby anglais, d'ailleurs qu'on affrontera ce samedi à partir de 16h, et ce sera à suivre évidemment sur Sud Radio. Cet écart-là va peut-être tendre à se réduire. Ça, c'est sur la perspective, mais il y a toujours un grand écart, hein.
Oui, mais c'est forcément dur à rattraper parce qu'on a pris beaucoup de retard. On a parlé souvent de cette comparaison entre les modèles, mais c'est vrai que le rugby anglais a pris ce virage pour le féminin beaucoup plus tôt, avec une fédération aussi qui était solide financièrement, plus solide que le rugby français à une certaine époque, et donc a pu mettre des moyens plus significatifs sur le rugby féminin. Et au-delà de ça, il y a eu un rapprochement beaucoup plus tôt et beaucoup plus fort entre les grands clubs de rugby masculin et de féminin. Et donc les filles ont accès aux infrastructures beaucoup plus facilement, ont pu se staffer différemment, ont eu à disposition les moyens des garçons pour tout un tas de sujets, notamment la préparation physique, etc. Et donc elles ont forcément pris beaucoup d'avance. Et c'est dur à rattraper. Et clairement, c'est ce qu'il faut viser aujourd'hui. Alors, il y a une échéance hyper importante pour nos filles demain lors de cette Coupe du Monde. Elles seront forcément, bien sûr, outsiders largement, en plus avec les défections de joueuses majeures là annoncées au fil de ces derniers jours. Mais en tous les cas, on attend d'elles qu'elles montrent un vrai visage, parce qu'au-delà de cette compétition, il y a cette dynamique à renforcer et qui doit servir encore une fois la fédération, le développement du rugby féminin et puis le modèle économique de son rugby au moins semi-professionnel, parce que je pense que vraiment il est quand même beaucoup trop tôt pour parler de rugby professionnel chez les filles. Mais si on arrive au semi-professionnalisme d'ici 2 ou 3 saisons, ce qui est une ambition raisonnable, on aura déjà fait un grand pas. Merci beaucoup Philippe Spanghero d'avoir été avec nous. Évidemment, on se retrouve tout le week-end pour parler rugby, et puis on sera au rendez-vous, et on espère que vous aussi, vous tous, au rendez-vous demain à partir de 16h, coup d'envoi 16h30 de ce Angleterre-France du côté de Bristol pour la demi-finale de la Coupe du Monde féminine. Merci beaucoup Philippe, très belle soirée. Vous aussi, bonne fin de Pro D2. Pour Vannes Aix-en-Provence. Tiens. Vannes Aix-en-Provence, ils sont dans le dur Provence quand même en ce début de championnat, hein. Encore une fois, un peu déçu. C'est l'effet Philippe Saint-André qui est pour l'instant pas évident. Je les vois pas en plus aller gagner à la Rabine, donc je vois Vannes ce soir. Tu vois Vannes, t'as un score là, regarde dans ta boule de cristal, on sait jamais. Attends une seconde que je me connecte à mes énergies divines. Un petit 25-16. 25-16. Si Philippe Spanghero a vu 25-16, vous pouvez lui faire confiance. C'est qu'il n'y aura pas 25-16. C'est qu'il n'y aura vraiment pas 25-16. C'est le score à éviter. Philippe, merci beaucoup. Très belle soirée. Et restez évidemment à l'écoute de Sud Radio. On rebascule sur le multiplex Pro D2 dans un instant.